C'était un jeudi soir quand ma petite fille m'a appelée. Sa voix était légère mais trop mesurée, comme celle de quelqu'un qui s'apprête à dire quelque chose dont il sait que ça va faire mal. Je venais juste de terminer de repasser le voile que j'avais brodé pour elle, le pliant soigneusement dans une boîte en satin que je comptais lui offrir le lendemain matin. Le téléphone a sonné et j'ai souri en décrochant. Je souriais encore quand elle a commencé par « Mamie, je voulais juste te remercier pour tout ce que tu as fait ». Puis il y a eu un silence, et les mots sont arrivés, nets, polis, mais tranchants. À cause des contraintes de place, tu seras installé au fond, près des portes. J'ai eu un moment de flottement. Je ne comprenais pas. J'ai cligné des yeux. J'ai demandé doucement « Je croyais que je serais avec la famille ?» Encore une pause. Puis elle a ajouté « Il y a des gens dans la famille de Guillaume qui sont assez, disons, distingués. Je ne voudrais pas que tu sois mal à l'aise ou déplacée. Tu sais comment tu es parfois. » Là, j'ai compris. Je suis la femme qui l'a élevé, celle qui a renoncé à ses années de repos pour les devoirs, les rhumes et les trajets en voiture vers le conservatoire. Je suis la grand-mère qui lui a appris à lasser ses chaussures, qui a veillé tard pour recoudre l'ourlet de sa robe de bal pour qu'elle se sente jolie. Et maintenant, on me demandait de m'asseoir au fond, pas parce qu'il n'y avait pas de place, mais parce qu'on ne voulait pas me voir. Pas vraiment. Je n'ai pas protesté. J'ai dit « Bien sûr, ma chérie », et j'ai raccroché. Je m'appelle Madeleine, j'ai 72 ans, et voici l'histoire de comment j'ai tout donné à la fille que j'ai élevée comme la mienne, pour finalement découvrir, à la veille de son mariage, qu'elle préférait me cacher plutôt que de m'honorer. Ce que j'ai fait ensuite n'était pas une vengeance, c'était un rappel. Et cela a tout changé. Quand ma fille est morte, Élodie n'avait que 7 ans. Je me souviens de la façon dont son petit corps s'est blotti contre le mien pendant les obsèques, de ses doigts agrippant mon chemisier comme si elle craignait que je disparaisse moi aussi. J'avais 61 ans à l'époque et je venais de vendre ma petite boutique de comptabilité dans l'idée de prendre enfin un peu de temps pour moi. J'envisageais une retraite paisible, des après-midi dans mon jardin, des visites à ma sœur dans les Cévennes, peut-être finir enfin ce patchwork que j'avais commencé il y a des années. Ces projets se sont évaporés dès que j'ai vu le visage d'Élodie après l'enterrement, blême, trempé de larmes, complètement perdu. Son père n'était plus dans le tableau depuis longtemps et il n'a pas montré la moindre intention de revenir. Il ne restait que moi. Alors je n'ai pas hésité une seconde. J'ai fait ses valises, je l'ai installé chez moi et j'ai recommencé une nouvelle vie. Élever un enfant à cet âge-là, ce n'est pas simple. Le corps ne suit plus comme avant. La patience, bien qu'aiguisée par les années, s'épuise plus vite. Les nuits paraissent plus longues. Et les économies que l'on croyait solides commencent à se réduire, facture après facture, sortie scolaire après dentiste. Mais jamais je n'ai douté. Élodie est devenue ma raison de vivre, ma seconde chance d'aimer. Elle a ramené dans ma maison du bruit, de la joie, et ces petits câlins collants qui laissent des traces bien après que le sucre ait disparu. Je me rappelle les réunions parents-profs, entourées de femmes bien plus jeunes. Les regards de côté, les remarques maladroites, certains pensant que j'étais son arrière-grand-mère. Je gardais la tête haute. Ce qui comptait, c'était qu'elle se sente en sécurité. Qu'il y ait quelqu'un pour applaudir à ses récitals, tresser ses cheveux le matin, l'attendre à l'arrêt de bus avec un thermos de chocolat chaud quand la neige tombait trop fort. J'ai tout fait pour elle, parce qu'elle était mon tout. Mon dernier lien avec ma fille. Quand elle est entrée au lycée puis à l'université, je l'ai accompagnée sur les routes pour visiter les campus. Sandwich maison, écharpe de rechange, sac de linge plié avec soin. Je me souviens qu'elle se retournait souvent vers moi, souriait et disait « J'ai juste besoin de toi, mamie ». Et je la croyais, de tout mon cœur. J'ai puisé dans mes économies pour l'aider à payer les premières années de fac. Je ne voulais pas qu'elle soit submergée de petits boulots, ni qu'elle sente le poids que j'avais toujours porté. Je voulais qu'elle soit libre, légère, qu'elle poursuive cette vie que ma fille n'avait jamais pu achever. Alors oui, je lui ai tout donné. Pas pour recevoir quoi que ce soit en retour. Juste parce que je l'aimais. Et cet amour, c'était tout ce qu'il me restait. Le temps adoucit la douleur quand vos journées sont remplies par les besoins d'un autre. Élever Élodie occupait chaque heure, et sans que je m'en rende compte, la petite fille qui avait pleuré dans mes bras la première nuit chez moi était devenue une adolescente vive,
avec ses idées bien arrêtées, ses projets et le même menton obstiné que sa mère. Ces années intermédiaires furent un patchwork de moments ordinaires cousus ensemble jusqu'à former quelque chose de beau. Le samedi matin, c'était pancakes et bruit de pas pressés dans l'escalier. Elle aimait le sirop d'érable, mais uniquement le vrai, pas celui en bouteille plastique, et je m'assurais toujours d'en avoir pour elle. Le soir, on s'installait sur le canapé, ses jambes repliées sous elle, les miennes fatiguées par les tâches du jour. Elle lisait à voix haute ses cours d'histoire, me posait des questions auxquelles je ne savais pas toujours répondre, mais j'essayais de suivre. On allait souvent à la médiathèque. Parfois, on passait l'après-midi à faire des cookies. Elle me parlait de ses copines, des garçons du lycée, de ses inquiétudes. Je l'écoutais. Parfois, je lui donnais un conseil. Parfois, je me contentais d'être cette oreille tranquille où elle pouvait déposer ce qu'elle portait. Je me rappelle la fois où elle n'a pas été choisie pour le solo de Noël. Elle est rentrée en larmes, s'est jetée dans mes bras et m'a dit « C'est pas juste, j'ai tant travaillé ». Je lui ai caressé les cheveux et murmuré que l'effort ne gagne pas toujours les applaudissements, mais qu'il construit quelque chose de plus solide. Elle m'a regardée en silence. Le lendemain, elle reprenait ses répétitions. J'ai encore la photo de sa remise de diplôme de 3e. Elle portait une robe lilas que j'avais trouvée chez Emmaüs et que j'avais retouchée moi-même. Elle posait avec mon bras autour de ses épaules, nos sourires figés pour l'objectif. Ce jour-là, j'ai pensé que cette vie-là, aussi imprévue soit-elle, était devenue la mienne, et que je ne l'aurais échangée pour rien au monde. Avec le lycée, tout s'est accéléré. Elle a intégré plusieurs clubs, suivi des cours avancés, commencé à travailler le week-end dans une boulangerie. Son monde s'élargissait et j'en étais fière. Cela voulait dire que j'avais bien fait mon travail. Mais en s'élargissant, il s'éloignait aussi. Ce n'était pas de l'ingratitude, juste le mouvement naturel des jeunes vers ce qui semble plus grand, plus neuf. Je l'ai vu dans le fait qu'elle m'appelait désormais Mamie Madeleine, au lieu de Mamie tout court. Je l'ai vu dans sa gêne discrète avant de m'inviter aux événements du lycée. Je faisais semblant de ne rien voir. Aimer, j'avais appris, c'est parfois lâcher avant qu'on ne vous le demande. Mais elle rentrait toujours le soir. Elle me demandait encore de relire ses dissertations ou de lui faire réciter ses dates d'histoire. Quand les lettres d'admission ont commencé à arriver, on les a étalées sur la table en formica de la cuisine et on a sablé le cidre doux. Elle avait le choix, vraiment. Et chaque fois qu'elle souriait, je revoyais les yeux de ma fille. Ces années-là me semblaient être la preuve que l'amour, quand il est donné sans réserve, devient quelque chose d'indestructible. Du moins, c'est ce que je croyais. Quand Élodie m'a annoncé ses fiançailles, j'ai ressenti une joie que je n'avais pas connue depuis longtemps. C'était un dimanche après-midi pluvieux. Elle a appelé avec une voix pleine de rire, légère, habitée par quelque chose de nouveau. « Mamie, il m'a demandé en mariage. Il l'a vraiment fait. Je n'ai pas eu besoin de demander de qui il s'agissait. Je savais déjà que c'était Guillaume. Elle m'avait souvent parlé de lui, ce garçon sérieux au regard doux, celui qui lui donnait un sentiment de sécurité. Je me souviens m'être assise à la table de la cuisine, le téléphone contre l'oreille. Oh, les yeux fermés un instant. J'avais passé tant d'années à espérer qu'elle rencontre quelqu'un de bien, quelqu'un qui saurait porter son cœur sans l'abîmer. Et là, dans le ton de sa voix, j'ai su qu'elle avait trouvé. L'organisation a commencé rapidement. Élodie est venue avec une pochette pleine d'images découpées dans des magazines. Elle m'a montré des lieux de réception, des palettes de couleurs, des compositions florales. J'ai préparé du thé et je l'ai laissé parler, même quand les détails me dépassaient un peu. Elle évoquait des lanternes suspendues, des chaises blanches, un domaine viticole avec une allée bordée d'arbres. Je l'écoutais, émerveillée par l'enthousiasme dans ses gestes. Quand elle m'a montré une robe qui lui plaisait, je lui ai proposé mon aide. Je n'avais pas beaucoup d'argent, mais j'ai dit que je pouvais participer. Elle a hésité un instant, puis m'a serré fort et murmuré « Merci, tu rends tout plus facile ». Ces mots-là ont réchauffé mon cœur. Le jour où elle a trouvé la robe, je me souviens l'avoir regardée sortir de la cabine d'essayage, enveloppée de dentelle et de soie. Ses mains tremblaient un peu devant le miroir. « Je ressemble à une mariée ?» a-t-elle demandé. Je lui ai répondu qu'elle ressemblait à l'avenir. Et c'était vrai. Elle était tout ce que j'avais espéré, debout là, lumineuse et forte. Je voulais lui offrir quelque chose de plus intime, quelque chose qu'elle pourrait porter ce jour-là,
un fragment de nos années partagées. Alors j'ai commencé à broder son voile. Cela m'a pris des semaines. Mes doigts, raides, ont répété les mêmes mouvements sous la lumière tiède de la lampe. J'y ai cousu des motifs de lierre et de petites roses, un clin d'œil à notre vieux jardin où elle jouait enfant. Je comptais lui offrir la veille du mariage, soigneusement emballé dans du papier de soie, noué d'un ruban ivoire. Mais au-delà des détails, au-delà de l'argent et des heures consacrées, je ressentais quelque chose de plus profond. J'avais l'impression de la guider une dernière fois vers une nouvelle vie, comme je l'avais guidée le jour de sa rentrée en CP. Sauf que cette fois, je ne tiendrai pas sa main. Cette fois, je serais assise parmi les invités, le cœur rempli de fierté, regardant la femme que j'avais aidée à devenir. Du moins, c'est ce que je croyais. Le lendemain du jour où j'ai terminé le voile, Élodie m'a rappelé. Son prénom s'est affiché sur l'écran du combiné pendant que je refermais la boîte en carton rigide dans laquelle j'avais soigneusement glissé le tissu brodé. J'ai décroché en souriant, croyant qu'elle voulait discuter des derniers préparatifs ou peut-être m'inviter à venir un peu plus tôt pour l'aider à se préparer. Mais sa voix, cette fois, n'était pas tout à fait la même. Toujours polie, toujours douce, mais tendue, presque nerveuse. Elle a commencé par me remercier encore une fois. Elle disait qu'elle était bouleversée par tout ce que j'avais fait, qu'elle n'avait jamais imaginé recevoir autant de soutien. J'écoutais, touchée, un peu surprise. Puis elle s'est interrompue un instant, et ce qu'elle a dit ensuite m'a glacée. Elle m'a expliqué qu'il y avait eu des changements dans le plan de table, qu'en raison d'un souci de place, j'allais être installée tout au fond de la salle, près des portes. Je suis restée silencieuse un moment, j'ai cru que j'avais mal compris. « Tout au fond ?» ai-je demandé, doucement pour être sûre. Je pensais être à la table de la famille. Il y a eu une pause. Puis, elle a dit la phrase qui m'a suivie pendant des jours. « Il y a des gens très raffinés du côté de la famille de Guillaume. Je ne voudrais pas que tu te sentes mal à l'aise ou déplacée. Tu sais comment tu es parfois. » J'ai serré un peu plus fort le téléphone contre mon oreille. La cuisine était si calme que j'entendais la pendule au mur. J'ai voulu lui demander ce qu'elle voulait dire par là. Mais je n'en avais pas besoin. Je savais. Elle n'avait pas peur que je sois mal à l'aise. Elle avait peur que je dérange. Peur que ma robe simple, mes mains marquées par les années, mon parler franc, ne détonne dans cette mise en scène qu'elle voulait irréprochable. J'étais la grand-mère qui sent la lavande et la farine, qui porte des chaussures usées et cache encore des mouchoirs dans ses manches. Pas celle qu'on place à l'avant. Elle n'a pas dit qu'elle avait honte, mais elle n'en avait pas besoin. C'était dans sa voix, dans sa précipitation à meubler le silence. « Ce sera plus simple comme ça », a-t-elle ajouté. La mère de Guillaume est très attentive à l'étiquette. J'ai gardé mon sourire, même si elle ne pouvait pas le voir, et j'ai répondu « Bien sûr, ma chérie, comme tu préfères ». Je l'ai dit parce que c'était plus facile que de dire ce que je ressentais. Je l'ai dit parce que je ne faisais pas confiance à ma voix pour tenir. Quand j'ai raccroché, je suis restée là, immobile, le voile encore sur mes genoux. Les fils argentés scintillaient doucement à la lumière de la fin d'après-midi. Je les regardais, ce voile que j'avais imaginé glisser sur ses cheveux en marchant vers l'autel, et j'ai compris qu'elle ne voulait pas vraiment m'emmener avec elle dans cette nouvelle vie. Alors je l'ai replié, soigneusement. Mais quelque chose en moi s'était déjà défait. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Je suis restée allongée, les draps tirés jusqu'à mon menton, les yeux ouverts fixant le plafond, essayant d'éloigner les mots qui résonnaient encore trop fort. « Tu sais comment tu es parfois ». Ce n'étaient pas tant les mots eux-mêmes, mais ce qu'ils sous-entendaient. J'ai tourné la phrase dans ma tête comme un caillou qu'on retourne dans sa main, lisse d'un côté, tranchant de l'autre. Élodie ne m'avait jamais parlé ainsi. Pas lorsqu'elle était enfant, pas lorsqu'elle grandissait, mais à présent, elle allait entrer dans un monde où je n'avais plus ma place, et elle n'avait aucune intention de m'y intégrer. Au petit matin, ma décision était prise. Ce n'était pas de la colère, ce n'était même plus de la peine, bien que celle-ci fût là, tapie, sourde. C'était de la clarté, une sorte de lucidité tranquille. J'avais compris que je n'étais plus la bienvenue comme avant, et s'il n'y avait plus de place pour moi à la lumière, alors je ne m'assiérais pas dans l'ombre pour faire plaisir à quelqu'un. Je suis allée dans ma chambre, j'ai ouvert le petit tiroir du secrétaire où je range les papiers importants et j'ai sorti le dossier du mariage. À l'intérieur, soigneusement agrafé, se trouvait la confirmation du traiteur.
J'avais payé la compte plusieurs mois plus tôt, en toute discrétion. Elle en avait parlé un soir, inquiète des coûts, gênée à l'idée que les parents de Guillaume ne puissent pas tout assumer. Je n'avais rien dit. J'avais simplement appelé le traiteur, payé avec ma carte bancaire et demandé à ce que le contrat reste à mon nom pour le moment. C'était censé être une surprise, un dernier cadeau, un geste d'amour, mais à cet instant-là, il n'avait plus la même valeur. J'ai composé le numéro de l'entreprise. Une jeune femme m'a répondu. Je lui ai expliqué que je devais annuler la commande. Elle a eu un moment de surprise, m'a rappelé que la compte n'était pas remboursable. J'ai dit que je comprenais. Je n'ai pas demandé à récupérer un centime. Je voulais seulement que mon nom disparaisse de cet événement, que ma présence n'y figure plus, même en bas d'un bon de commande. Quand j'ai raccroché, je n'étais pas soulagée. Je ne me sentais pas victorieuse. C'était simplement une chose de faite. Une page tournée sans bruit. Dans l'après-midi, j'ai sorti le voile de sa boîte et je l'ai rangé dans mon armoire à linge, sous les nappes anciennes que je garde pour les grandes occasions. J'ai lissé le papier de soie du plat de la main, refermé le tiroir et me suis assise à la table. J'ai pris un stylo, une feuille et j'ai commencé à écrire. Le mariage approchait et je savais que je n'y serais pas. Mais je ne comptais pas me faire oublier pour autant. Il y avait des choses qu'elle devait se rappeler et j'allais les lui rappeler, sans bruit, sans rage, juste avec la vérité. Le matin du mariage, tout était calme. Je me suis levée tôt, par habitude, même si je n'avais nulle part où aller. La maison semblait plus silencieuse que d'ordinaire, comme si elle retenait son souffle. J'ai préparé mon thé comme tous les matins, bien infusé, versé dans ma vieille tasse ébréchée. La lumière du jour filtrait à travers les rideaux en dentelle, et pendant un instant, on aurait cru que c'était un jour comme les autres. Mais il y avait quelque chose dans le silence, une tension discrète, remplie de tout ce que je ne faisais pas. Je ne choisissais pas ma tenue, je ne coiffais pas mes cheveux, je ne sortais pas le voile du tiroir. À la place, je me suis assise à la table de la cuisine. Devant moi, une enveloppe crème et la lettre que j'avais écrite la veille. Elle n'était pas longue. Juste quelques phrases, tracées de ma main, sans fioriture. À l'intérieur, j'avais glissé une photo. Une que j'avais gardée depuis des années dans le tiroir de ma table de nuit. C'était le jour de ses 6 ans. Elle portait une robe rose, les joues couvertes de glaçage, les bras autour de mon cou. Je riais sur la photo, la tête en arrière, les yeux plissés de bonheur. Ce cliché, c'était la preuve. La preuve d'un amour entier, d'un moment d'intimité qu'aucun oubli ne pouvait effacer. Je ne l'avais pas choisi pour blesser, je l'avais choisi pour rappeler. Lui rappeler qui j'étais, lui rappeler celle qui avait tout abandonné pour elle, celle qui avait tenu debout quand tout s'était effondré autour d'elle. Je ne l'avais pas élevée pour qu'elle ait honte, je l'avais élevée pour qu'elle se souvienne. J'ai glissé la photo et la lettre dans l'enveloppe que j'ai soigneusement fermée. J'y ai simplement écrit son prénom. Puis je suis sortie et je l'ai déposée dans la boîte aux lettres, écoutant le petit bruit sec qu'elle a fait en tombant. C'était ma manière à moi d'être présente au mariage. Pas en personne, pas dans le silence, mais dans la vérité. De retour à la maison, j'ai fait la lessive, arrosé les géraniums, préparé un sandwich que je n'ai pas mangé. Toute la journée, j'ai imaginé l'agitation au domaine. Les robes froissées, les couverts brillants, les chuchotements polis. J'ai imaginé le moment où quelqu'un remarquerait que le traiteur n'était pas là. Les coups de fil paniqués, l'inquiétude grandissante. J'ai imaginé Élodie jetant un œil autour d'elle, réalisant mon absence. Se demandant si j'étais en retard ou si je n'étais jamais venue. Et j'ai imaginé ce moment précis où elle comprendrait que j'avais choisi de ne pas venir du tout. Je n'ai pas souri à cette pensée. Je n'ai ressenti ni triomphe ni satisfaction, seulement une douleur discrète, celle qui s'installe profondément et ne fait pas de bruit. Le soir venu, le ciel s'est obscurci. Je me suis assise près de la fenêtre, mon châle sur les épaules, écoutant le vent glisser entre les branches. Quelque part, ma petite fille s'était mariée, quelque part le monde avait changé. Et moi, je n'étais pas là pour le voir. Après avoir glissé l'enveloppe dans la boîte aux lettres, j'ai eu l'impression de la tenir encore dans mes mains. Ce n'était pas juste une photo, c'était un instant figé dans le temps,
si précis que je pouvais presque entendre le rire d'Élodie, ce petit rire cristallin qui emplissait la pièce quand elle courait autour de la table. Je me souvenais du moment où elle avait insisté pour lécher le fond du bol à gâteau, les doigts collants de sucre. Ce soir-là, elle s'était endormie dans mes bras, sa joue contre mon épaule, son souffle chaud sous mon col. Elle m'avait murmuré « Tu me fais sentir en sécurité, mamie », juste avant de s'endormir. L'amour à cette époque n'avait rien de compliqué. Il était là, entier, sans condition. Cette photo était toujours restée près de moi, non pas parce que j'avais besoin de me souvenir d'elle, mais parce que j'avais besoin de me rappeler qui j'étais. La femme qui, dans les jours les plus sombres, avait trouvé la force de créer de la lumière. Ce 6e anniversaire n'avait pas été facile. Les finances étaient tendues. Le gâteau avait été fait avec ce qui restait dans mes placards. Je n'avais pas pu lui offrir de cadeau, alors j'avais cousu un petit lapin en tissu fait de morceaux d'anciens draps. Elle l'avait adoré. Elle l'avait appelé Boutonnette et ne le lâchait plus. Quand elle l'a finalement rangé sous son oreiller, elle m'a dit que c'était pour qu'il lui porte chance. Ce souvenir, autrefois tendre, s'était transformé en douleur sourde. Écrire cette lettre ne m'avait pas été facile. Je l'ai recommencée 3 fois. Je ne voulais pas paraître amère. Je ne voulais pas qu'elle ait honte. Mais je ne voulais pas non plus me taire. Finalement, je suis restée simple. J'ai écrit « Voilà qui je suis, la femme dont tu as honte et celle qui a tout sacrifié pour toi. Je ne t'ai pas élevée pour que tu détournes le regard de tes racines. J'espère qu'un jour tu te souviendras de ça. » J'ai lu mes mots à voix haute une seule fois. Puis, j'ai plié la feuille, les glissé derrière la photo et les refermé. Je ne m'attendais pas à ce que cela change quoi que ce soit. Je ne m'attendais pas à un appel, encore moins à des excuses. Je connaissais trop bien l'orgueil, le sien comme le mien. Mais il fallait qu'elle sache que j'avais vu, que j'avais ressenti, et que je n'étais pas partie en silence. Cette enveloppe, ce n'était pas une vengeance. C'était un dernier cadeau, une vérité enveloppée de mémoire et d'amour, qu'elle le veuille ou non. Et j'espérais, quelque part en elle, qu'elle la recevrait au bon moment. 3 jours après le mariage, mon téléphone a sonné. C'était ma cousine Jeanne. Nous n'avions pas parlé depuis longtemps, mais elle avait assisté à la cérémonie avec sa fille, et dans sa voix, il y avait une hésitation mêlée de curiosité. « Madeleine, tu vas bien ?» m'a-t-elle demandé, pas comme une formule de politesse, mais comme si elle se doutait de quelque chose. J'ai répondu que oui, que j'étais simplement un peu fatiguée. Elle a marqué une pause, puis a dit « Eh bien, j'imagine que tu as entendu ce qui s'est passé. » J'ai répondu que non, je n'avais rien entendu. Elle a poussé un soupir discret. « C'était un vrai fiasco », m'a-t-elle expliqué. « Il n'y avait rien à manger. Les gens ont attendu plus d'1 heure. Certains invités âgés sont repartis. La belle famille de Guillaume chuchotait entre eux. Et Élodie, elle semblait à 2 doigts de craquer. » Je l'écoutais sans réagir. Je me suis représenté les tables dressées, sans plat, les invités se dévisageant en silence, l'inconfort croissant. J'ai imaginé les regards inquiets, les commentaires murmurés, les fronts qui se fronçaient. Le traiteur ne s'était pas présenté, bien sûr. Il n'en avait plus aucune raison. Le contrat avait été annulé, le paiement n'était plus valable, sans acompte, aucun service. C'était aussi simple que cela. Jeanne continuait de parler, partageant les détails que je n'avais pas demandés, le discours qui sonnait faux, le malaise dans la salle, une ambiance flottante, comme si quelque chose ne collait pas. Puis, elle m'a posé la question avec prudence. « Tu savais que ça allait mal se passer? C'est pour ça que tu n'es pas venue ?» Je lui ai dit la vérité, que j'avais décidé de ne pas assister au mariage, qu'on m'avait fait comprendre que ma présence serait plus gênante qu'appréciée. Elle n'a pas insisté. Elle ne m'a pas demandé ce qu'on m'avait dit exactement. Je crois qu'elle a senti que c'était trop intime, trop chargé encore. Elle s'est contentée de dire « C'est dommage, tu as manqué à beaucoup de monde, Madeleine, vraiment. » Quand j'ai raccroché, je suis restée là, devant la fenêtre de la cuisine, à regarder les branches remuer dans le vent. Je n'ai ressenti ni satisfaction, ni fierté. Ce n'était pas une victoire, c'était une simple confirmation. Une preuve silencieuse que les actes portent des conséquences, et que le silence peut parfois hurler plus fort que les mots. Je suis allée ouvrir le tiroir du linge, celui où reposait toujours le voile. Je n'y avais pas touché depuis que je l'y avais rangé. Je l'ai caressé du bout des doigts, comme pour vérifier qu'il était bien réel. Et dans ce geste, j'ai senti une paix étrange. Je n'avais plus rien à prouver,
J'avais agi selon ce que je croyais juste, sans colère, seulement avec mémoire. Et parfois, c'est suffisant. Les jours qui ont suivi furent silencieux. Pas d'appel, pas de message, pas de visite. Élodie ne s'est pas manifestée et je n'attendais rien. J'imaginais qu'elle était absorbée par les suites du mariage, occupée à sauver les apparences, à rassurer une belle famille déçue, à expliquer ce qui, au fond, ne s'expliquait pas sans affronter une partie d'elle-même qu'elle n'était peut-être pas prête à voir. Et pourtant, ce silence ne m'a pas manqué comme je le craignais. Ce que je regrettais, ce n'était pas sa présence actuelle, mais l'enfant qu'elle avait été. Celle qui se nichait contre moi sur le canapé, qui me dessinait des maisons avec des cœurs et écrivait « Mamie, je t'aime » avec des lettres bancales. Je regrettais la petite fille qui disait que j'étais son monde entier. Cette version-là d'elle avait disparu, remplacée par une jeune femme façonnée par les attentes, polie par les apparences, lissée non pas par l'amour, mais par la bienséance. Dans le silence, j'ai repris mes habitudes, je suis retournée au jardin. J'ai taillé les rosiers, désherbé entre les lavandes. La terre entre mes doigts me rappelait que certaines choses, au moins, obéissent encore aux soins qu'on leur donne. J'ai écrit des lettres à quelques vieilles amies. Certaines m'ont répondu, d'autres non. J'ai préparé des brioches que j'ai laissées sur les paillassons des voisins. Des gestes simples, des gestes vrais. Le voile est resté dans son tiroir. Je ne l'ai pas ressorti, je ne l'ai pas touché. Je l'ai laissé là, comme on laisse reposer une douleur ancienne. Je n'ai pas parlé du mariage à d'autres. Jeanne en avait déjà dit assez. Revenir sur les détails me paraissait inutile. Je n'avais rien à prouver. Je n'étais ni en colère, ni rancunière. Ce que je ressentais était plus ancien, plus profond. C'était une fatigue qui s'installe dans les os, celle que l'on ressent quand on a porté quelqu'un trop longtemps, sans que cette personne ne se retourne pour tendre la main en retour. Parfois, bien sûr, le silence devenait plus lourd, en entendant une chanson qu'elle chantait sous la douche, en passant devant la petite boulangerie où elle avait travaillé l'été de ses 17 ans. Ces souvenirs la piquaient encore, mais ils passaient, je les laissais venir et repartir. Un après-midi, alors que je rinçais des pommes à l'évier, j'ai eu une révélation discrète. Je ne l'attendais plus, je ne guettais plus son appel, je ne rêvais plus d'excuses. J'avais dit ma vérité, j'avais préservé ma dignité, et je l'avais fait sans fracas. Il y a une forme de paix dans cela, dans le fait de rester debout pendant que l'autre s'éloigne et de choisir de ne pas le suivre. Le silence n'était pas un châtiment, c'était un espace que je comptais préserver. Pas comme une barrière, mais comme une frontière. Et si elle voulait revenir, il faudrait qu'elle la traverse elle-même. 6 mois après le mariage, une enveloppe est arrivée. C'était un matin froid de début avril, de ceux où le givre couvre encore les bords des fenêtres, mais où le soleil commence timidement à réchauffer les vitres. J'étais dehors, en train de tailler les branches mortes du forsythia, quand j'ai vu l'enveloppe posée entre 2 publicités dans la boîte aux lettres. Il n'y avait pas d'expéditeur, mais je n'ai pas eu besoin de vérifier. Je reconnaissais son écriture entre toutes. C'était celle d'Élodie. Je suis restée un moment immobile sur le perron, l'enveloppe en main, incertaine de ce que j'espérais y trouver. Une partie de moi avait tourné la page, pas par rancune, mais parce que l'espoir, lui aussi, finit par s'user. Je m'étais résignée, doucement, à vivre sans elle. Et pourtant, la voilà, là, entre mes doigts, fine, froissée sur les bords, l'encre un peu pâlie. À l'intérieur, il n'y avait pas de lettres, pas d'explication, pas d'excuses en bonne et due forme. Juste la photo que je lui avais envoyée, celle de ses 6 ans, celle où son visage tout couvert de glaçage s'écrase contre le mien, ses bras noués autour de mon cou, celle où je ris, la tête renversée, les yeux fermés. Mais cette fois, il y avait quelque chose en plus. Juste en bas, au feutre bleu, écrit de sa main. « Pardon, mamie, c'était tout. » Je suis allée m'asseoir près de la fenêtre, la photo posée sur mes genoux, et j'ai laissé les mots s'installer. Ce n'était pas un grand discours, ce n'était pas un bouquet avec une carte ni une déclaration dramatique. C'était petit, mais pas insignifiant. Peut-être que c'était tout ce qu'elle était capable de donner pour l'instant, et peut-être que pour le moment cela suffisait. Je n'ai pas pleuré, je ne l'ai pas appelée, je n'ai pas répondu. Ce n'était pas une invitation à recommencer. C'était autre chose, une reconnaissance discrète,
Une façon de dire, sans bruit, qu'elle savait. Et cela comptait. Je me suis levée, j'ai pris un petit cadre en bois et j'y ai glissé la photo. Je l'ai posée sur la cheminée, sous l'horloge. Pas parce que tout était réparé, mais parce que ce simple geste, ce simple mot m'avait atteinte. Elle avait pensé à moi. Elle avait regardé cette image et, ne serait-ce qu'un instant, elle s'était souvenue. Je n'avais pas besoin qu'elle efface ce qui avait été dit. Je n'attendais pas qu'elle réécrive l'histoire. Je voulais seulement être reconnue, pas comme un souvenir embarrassant, mais comme celle qui avait tenu sa main quand elle était petite. Celle qui était restée quand tout le monde était parti. Et dans cette photo revenue à moi, j'ai su qu'au moins ça, elle ne l'avait pas oublié. Une fois la photo posée sur la cheminée, je suis restée debout un moment à l'observer. La maison était silencieuse, juste le tic-tac régulier de l'horloge au-dessus. Je n'avais pas réalisé à quel point ce coin du salon semblait vide jusqu'à ce que cette image vienne s'y inscrire. Elle avait sa place, non pas pour marquer la douleur, mais parce qu'elle représentait quelque chose de vrai, quelque chose qui avait compté. Il existe plusieurs formes de mémoire. Certaines arrivent même sous la forme d'excuses, d'autres à travers les gestes. Mais les plus sincères sont souvent les plus simples. Elles ne demandent ni pardon ni justification. Elles disent simplement « Je me souviens, je sais ce que tu as fait ». Et cette photo, annotée de sa main, c'était exactement cela. Pas un appel, pas un revirement, juste une reconnaissance. J'ai mis du temps à décider quoi faire après cela. Je n'ai pas appelé Élodie, je ne lui ai pas écrit en retour, je n'en ai pas éprouvé le besoin. Ce qui devait être dit l'avait été, ce qui devait être vu l'avait été aussi. Dans mon cœur, quelque chose s'était apaisé. Ce n'était pas la guérison, ce n'était pas l'oubli, mais c'était un repos. Dans les semaines qui ont suivi, je me suis surprise à remarquer davantage les petites choses. Les crocus perçant la terre encore dure, le sourire du facteur chaque matin, l'odeur de lilas qui entrait par la fenêtre de la cuisine. La vie reprenait et je la laissais passer sans le poids qui m'oppressait auparavant. J'ai repris mes travaux d'aiguille. Mes doigts, plus sûrs maintenant, reprenaient le rythme oublié des points. J'ai commencé un nouveau motif, pour personne en particulier, juste pour le calme que cela m'apportait. Chaque fil était comme une prière, pas pour réparer le passé, mais pour honorer ce qu'il m'avait appris. Parfois, je m'arrêtais devant la photo, pas à chaque fois, mais assez souvent pour qu'elle reprenne racine en moi. C'était elle, c'était la petite fille qui me regardait comme si j'étais son monde entier. Et même si ce n'était plus le cas, ce que nous avions partagé n'avait pas été détruit. Mis de côté, peut-être, égaré un temps, mais pas effacé. Les mots d'Élodie n'avaient pas annulé la douleur de ce coup de fil, ni la blessure d'avoir été reléguée au fond de la salle. Mais ils avaient brisé le silence, ils avaient tendu un fil, fragile, entre nous. Et parfois, c'est tout ce qu'on peut espérer. Je n'avais plus besoin qu'elle se justifie. Je n'avais plus besoin qu'elle refasse le chemin à reculons. Je voulais simplement qu'elle sache que la femme qui l'avait élevée n'était pas une erreur, qu'elle avait compté, qu'elle était toujours là. Et dans ce geste, dans cette photo revenue avec quelques mots, j'ai trouvé une forme de paix, un rappel, ni brutal, ni triomphant, juste vrai. Et pour moi, cela suffisait. Dans les mois qui ont suivi, j'ai commencé à comprendre quelque chose que je n'avais jamais vraiment su formuler avant. Aimer, ce n'est pas forcément être au premier rang. Ce n'est pas recevoir des remerciements bruyants ni des éloges publics. Ce n'est pas les grands gestes ni les contes de fées. Aimer est bien plus discret. Cela vit dans les sacrifices que l'on fait sans être sollicité, dans les nuits blanches passées à veiller un enfant fiévreux, dans les lettres qu'on n'envoie jamais, et dans celles qu'on envoie quand même. Ce que j'ai donné à Élodie n'était pas destiné à être remboursé. Je ne l'ai pas élevée dans l'attente d'un retour. Je l'ai élevée parce qu'elle avait besoin de moi. Je lui ai offert tout ce que j'avais, parce que je pouvais le faire, et parce que je savais que personne d'autre ne le ferait à ma place. C'est cela, pour moi, l'amour. Les mains plongées dans l'eau de vaisselle, les billets de train payés en silence, les robes reprises au fil discret, les gâteaux faits avec 3 œufs et du courage, les sourires qui disent « je suis là », même quand tout vacille.
Mon erreur, peut-être, a été de croire que ce genre d'amour suffit à rendre une personne inoubliable, que ce qu'on donne avec constance devient une part immuable de celui qui reçoit. Mais le temps, la jeunesse, les ambitions polissant la mémoire. On oublie qui nous a portés quand on ne savait pas encore marcher seul. On oublie ce que ça a coûté à quelqu'un d'autre pour qu'on avance droit. Et pourtant, parfois, quelque chose reste. Une photo, un mot griffonné, une trace infime mais bien réelle, et le passé revient, doucement, poser la main sur l'épaule. Élodie et moi ne nous sommes pas reparlés depuis l'envoi de cette photo, et c'est bien ainsi. Je n'ai pas besoin qu'elle m'appelle chaque semaine, je n'ai pas besoin d'une scène de réconciliation. Ce que je voulais, c'était que la vérité soit vue, et elle l'a été. Parfois, je passe devant la petite salle des fêtes du quartier, celle où elle avait joué son morceau de piano en CE2. Je revois encore ses petites chaussures vernies, ses mains tremblantes au-dessus des touches. J'avais applaudi plus fort que tout le monde. Elle m'avait cherché du regard, m'avait vue, et son visage s'était illuminé. Ce moment-là, plus que tout autre, me rappelle ce que nous avons été. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue depuis. Je ne sais pas si elle a encadré des photos de son mariage ou si elle a parlé à Guillaume de ce qui s'est passé. Je ne sais pas si elle a conservé le voile. Mais je sais qu'elle s'est souvenue, ne serait-ce qu'un instant. Et c'est cela, aimer, pas parfait, pas toujours réciproque, mais réel, même quand ça échappe, même quand ça s'éloigne, surtout quand ça revient.